du Quai des Possibles, cet événement. Mais voilà, si vous pouvez activer votre vidéo, le mode est le mode intervenant, donc on ne vous verra pas, à moins que vous preniez la parole. Donc, on va pouvoir commencer. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc, à cet événement. La biodiversité commence dans son assiette. On est ravis d'avoir Oriane avec nous, qui est donc la fille du boucher, qui est basée en Belgique, hein, qui est chercheuse dans le futur de la protéine, qui est donc créatrice du compte La Fille du Boucher et qui est aussi entrepreneur. Cet événement est organisé donc par le Quai des Possibles, dans le cadre de la programmation du Quai des Possibles, qui est un collectif optimiste qui s'engage pour une transition écologique et solidaire. Nous sommes basés à Saint-Germain-en-Laye, donc dans les Yvelines, en région parisienne, dans un tiers-lieu. Et donc, on organise régulièrement des événements en journée, en soirée, qui permettent à des acteurs et actrices du territoire de se rencontrer, d'échanger, partager, co-créer ensemble des choses et se former sur des sujets de transition environnementale et transition sociale. Le but, c'est que ces personnes se mettent en action dans leur vie personnelle et éventuellement leur vie professionnelle. Et étant donné que nous sommes aussi un espace de coworking engagé, la Ruche Saint-Germain, nous sommes aussi un espace de coworking et on accompagne des porteurs de projets sociaux, environnementaux, des projets à impact via des programmes d'incubation, des programmes de mentorat. Donc voilà, le but, c'est vraiment de sensibiliser un maximum de personnes à tous ces enjeux de société aujourd'hui. Et donc, quoi de mieux de parler de biodiversité, qui est un enjeu majeur du moment et de la décennie, du siècle. Et donc voilà, on est ravis d'avoir Oriane avec nous. Quelques petites informations de cadre. Donc, comme je l'ai dit, la soirée est diffusée sur Facebook. Vous pouvez également, on va interagir via un outil qui s'appelle Klaxoon, où vous avez la petite information en bas. C'est un outil interactif. Vous pouvez vous connecter sur votre ordinateur en ouvrant un onglet klaxoon.com et rentrer le code qui est indiqué. On va vous mettre le lien également dans le chat direct pour aller sur le Klaxoon. Et donc, vous allez pouvoir, via un board de questions, pendant la soirée, poser vos questions, émettre vos idées et vos suggestions et parler avec nous et avec Oriane notamment. Et on pourra voir ça en temps réel, voilà, et traiter vos questions donc, pendant toute la soirée. Je vais maintenant laisser la parole, je vais te laisser la parole, Oriane, pour prendre la suite. Ok, super. Bonjour à tous, très heureuse d'être en France le temps d'une heure et demie de soirée. Je vais parler de la biodiversité qui commence dans son assiette parce qu'on est tous acteurs dans cette planète. Enfin, sur cette planète plutôt, on fait tous des efforts et chacun fait des efforts comme il peut. Aujourd'hui, je vais parler des efforts qu'on peut faire dans notre assiette. J'y ai fort parce que c'est des changements d'habitude qu'on doit faire, qui doivent être mis en place et ce n'est pas facile pour tout le monde. Je suis moi-même devenue végétarienne, donc quand on est fille et petite fille de boucher, le changement n'a pas été simple. Mais je voulais faire passer un message et donc je comprends aussi la difficulté des changements quand on en vient à l'environnement. Donc voilà, bienveillance, c'est toujours mon mot en premier aussi avant la biodiversité. Alors un petit… Ah, ça ne fonctionne pas. Ah voilà. Oui, alors moi je remets aussi un petit cadre. Je fais pas mal de conférences, je les fais plutôt en anglais, mais aujourd'hui je suis contente de le faire en français aussi parce que j'aime beaucoup échanger sur ce thème-là, sur l'alimentation durable, sur le végétarisme. Aujourd'hui, je veux que l'échange soit la clé, c'est-à-dire que n'hésitez pas à interagir, à mettre sur le chat ou sur Klaxoon, c'est ça qui est important, c'est utiliser ces outils pour pouvoir mettre vos idées sur la table, mettre vos questions, vos interrogations, vos coups de gueule. Autant moi, ça m'aide aussi pour mieux comprendre ce qui se passe dans le futur de l'alimentation, comment les consommateurs comme vous réfléchissent à l'alimentation, mais aussi parce que c'est comme ça qu'on évolue et qu'on avance dans le futur de notre planète. Donc, partage des idées, poser des questions et pousser des coups de gueule. Bon, excusez-moi pour les fautes de frappe. Donc, ça a été structuré comme ça. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez sur Klaxoon. L'idée, c'est de vraiment pouvoir collecter tout ce qui passe dans votre tête. Ce sont des systèmes de post-it. Donc, l'idée, c'est vraiment une idée, hop, sur un post-it. Comme ça, on le voit et on peut ensuite, tous ensemble, en fait, interagir sur ces post-it parce que ça peut peut-être générer d'autres idées ou d'autres questions.
On préfère se voir, donc n'hésitez pas à allumer votre caméra, que vous êtes dans votre lit, dans votre bain, que vous soyez dehors. Ça fait toujours plaisir de voir tout le monde, surtout dans le monde de Corona aujourd'hui. La connexion est importante aussi visuellement. Donc voilà, il n'y a aucun jugement ici. Et je vais aussi vous poser des questions. Je sais que les conférences sont assez longues quand on touche à l'environnement, mais de manière générale. Et moi, je suis vraiment cliente des conférences où on peut interagir, on peut parler, on peut poser des questions, parce que sinon, ça peut devenir très, très long. Donc, je vous poserai quelques petites questions aussi, sans pour autant ne pas vous donner des informations. Bien évidemment, je suis aussi là pour vous partager des informations et vous éduquer sur la biodiversité dans l'alimentation. Voilà, voilà. Alors, ok. Ce dont on ne parlera pas, c'est important que je mette ça sur la table avant de commencer la conférence. Il faut savoir que l'alimentation, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. L'alimentation, c'est au-delà de son assiette, ça touche à beaucoup à l'économie, ça touche beaucoup à la politique, malheureusement, mais c'est le cas. L'alimentation, c'est aussi de la nutrition. L'alimentation, c'est une chaîne d'approvisionnement. Alors, tout ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui et je vais éviter le sujet. Vous pouvez poser des questions. Si je n'ai pas l'information, je ne vous la promets pas. Mais par contre, n'hésitez pas à m'envoyer par après un mail et je peux trouver l'information. Mais je ne suis pas une politique, je ne suis pas une économiste. Par contre, moi, je suis très terre à terre et j'essaie de trouver des solutions pour les humains dans leur chez-soi. C'est ça qui est important avant tout. Et c'est pour ça que je vais vous donner aujourd'hui quelques petites actions à mettre en place dans vos assiettes. Je ne vous parlerai pas donc, du coup, des problèmes socio-économiques, politiques autour de l'alimentation, parce qu'on peut en parler des heures et des heures. Un petit peu par rapport à moi, pour que vous resituez un petit peu. En fait, moi, j'ai commencé dans l'alimentation. Bon, ça commence toujours par une passion, l'alimentation, d'une certaine manière. Moi, je suis née dedans parce que je suis née dans une famille de bouchers, mais aussi mes parents m'emmènent toujours au restaurant. Et au bout d'un moment, en fait, je voulais devenir chef, pour la petite anecdote. Et puis, à l'époque, j'avais 18 ans et je suis rentrée dans une cuisine où le chef n'aimait pas trop les femmes en cuisine. Donc, il m'a un peu dégoûtée de la cuisine. Un peu malheureux, mais ce n'est pas grave. Il m'a dirigée vers d'autres horizons comme l'hôtellerie. Donc, j'ai fait un bachelor hôtelier. Mais le cœur restait toujours dans l'alimentation et j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à tout ce qui était produits alimentaires dans les supermarchés. Donc, tout ce que vous trouvez dans vos rayons de vos supermarchés, dans les marchés bio, etc. Et je m'étais dit, un jour, je vais pouvoir peut-être aussi créer des produits moi-même. Et donc, je suis partie faire un master culinaire, une innovation culinaire précisément à l'Institut Paul Bocuse à Lyon, où il y avait un master spécifique à ça. Et moi qui détestais les études, en fait, j'ai enchaîné sur un deuxième master. Après avoir vécu aux États-Unis, je travaillais pour une société agroalimentaire pour faire des développements de produits. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, j'étais face au cliché qui était en fait réel, c'était que on n'avait pas du tout la même vision de l'alimentation aux États-Unis par rapport à l'Europe. C'est un fait. Et donc, j'étais assez choquée. Je me suis dit, mais si tout le monde commence à manger comme les Américains, à penser l'alimentation comme les Américains, on ne va pas aller bien loin, quoi. Et là, j'ai tapé bêtement sur Google master sur l'alimentation ou recherche, je ne sais plus exactement, mais merci à Google, j'ai trouvé un master en Italie qui faisait ça. Et donc, j'ai passé 1 an à étudier ça avec 15 autres personnes internationales, donc des 4 continents, on était représentés. Et on a eu l'occasion de rencontrer des gens incroyables qui travaillaient dans le futur de l'alimentation déjà. Et je me suis un peu spécialisée dans le futur de la protéine parce que c'est forcément, je suis née dans une famille de bouchers, donc je m'étais dit à ce moment-là, c'est important de savoir réellement ce qui se passe dans cette viande, dans ce monde de la viande, puisque tout le monde me disait d'arrêter de manger de la viande, mais pourtant j'étais fille de boucher, donc j'étais là, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je vais le découvrir moi-même et j'ai fait 1 an de recherche. Et par la suite, je suis devenue effectivement végétarienne pour des raisons environnementales, mais aussi pour passer un message que le changement est possible. C'est peut-être dur, mais c'est pas pour ça que c'est impossible à le faire. C'est comme ça que j'ai commencé à créer le compte de la fille du boucher parce qu'il y a eu beaucoup de demandes de mes amis, de mes collègues qui disaient mais il faut que tu partages tes connaissances, il faut que tu partages un point de vue sur le végétarisme. Il faut un peu le démocratiser et c'est ce que je fais sur mes comptes. J'ai aussi une société de consultance dans le futur de l'alimentation qui s'appelle eTension. Donc, je fais des missions assez ponctuelles dans des startups ou PME. Donc, PME, c'est des moyennes entreprises en Belgique. Je ne sais pas si vous dites ça en France, mais en tout cas, on dit en Belgique. Et donc, c'est des sociétés sur lesquelles je me concentre beaucoup
pour les aider à être plus durables dans leur process, plus durables dans leur packaging, de leur offre produit. Parce que, en fait, aujourd'hui, les gros industriels, ils ne sont pas aidés, en fait. Ils sont attaqués de tous les côtés. Et je comprends les points de vue de pourquoi ils sont attaqués de tous les côtés, mais à mon avis, il faut aussi les aider parce que si les gros industriels en fait, changent leur process, changent leur manière de penser, etc., ben, en fait, il y aura un énorme impact. Et c'est ça que je veux. Je veux aider les gros industriels aussi pour avoir un énorme impact sur la planète, enfin, sur l'alimentation. Et pour finir, en novembre dernier, je me suis un peu ennuyée pendant le corona et je me suis dit que j'allais un petit peu aider les personnes qui n'arrêtaient pas de me dire oh oui, tu sais, le végétarien, ça n'a pas de goût, tu manges des salades et des carottes, qu'est-ce que c'est ennuyant. Et ben, moi, je me suis dit, bah, je vais les aider et je vais leur dire, bon, enfin, ouais, je vais le dire correctement, mais ta gueule, hein, non, non, tu peux manger végétarien avec du goût. Et c'est comme ça que j'ai développé des mélanges d'épices qui sont multifonctionnels pour la cuisine végétale, pour aider toutes les personnes qui souhaitent manger plus végétal à la maison, mais qui ne savent pas comment apporter du goût à leurs légumes, à leurs légumineuses, à leurs féculents. J'ai développé ces mélanges d'épices. Je vous en parlerai un peu plus tard. Donc, on va aller dans le vif du sujet. Et avant de commencer à parler de la biodiversité, je m'étais dit que j'allais un petit peu faire d'histoire sur l'agriculture, mais tout petit. Mais juste pour vous recontextualiser un petit peu ce qui se passe dans l'agriculture aujourd'hui. En fait, donc il y a très longtemps, donc avant le XVIIIe siècle, il faut savoir que la production agricole était essentiellement familiale, était essentiellement locale. Donc, toutes les familles produisaient en fait leur alimentation de tous les jours. Il faut savoir qu'à l'époque, on mangeait pas grand-chose, il n'y avait pas une grande variété. On mangeait principalement du blé sauvage, des petits pois, du seigle, du pain. C'était la principale alimentation à l'époque. Et puis tout ça, ça coûtait très cher. Toutes les semences qu'il fallait acheter, ça coûtait déjà très cher. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se concentraient sur le moins cher, qui était donc le blé, le pois et le seigle, par exemple. Et pour les plus chanceux, c'était de la viande. Et puis, avant le XVIIIe siècle, juste avant la fin du XVIIIe siècle, en fait, il y a eu déjà une grosse famine qui était liée à un creux d'hiver, des prix qui ont explosé dans les semences. Et donc, grosse famine à cette époque. On arrive en 1940, rebelote, on a de nouveau une famine, il y a de nouveau de la sécheresse, il y a une augmentation de la population, ça n'aide pas les choses. Et c'est de là qu'a commencé en fait des nouvelles semences, des semences beaucoup plus fortes, des semences beaucoup plus résistantes à ces sécheresses, à ces hivers qui sont rudes. Et on a commencé à créer par exemple le blé tendre. Le blé tendre, ce n'est pas le blé sauvage qu'on connaissait avant le XVIIIe siècle, mais c'est un blé qu'on connaît d'aujourd'hui. C'est un blé qui a été transformé dans son ADN pour qu'il puisse être résistant à tous les changements climatiques qui arrivaient à ce moment-là. Et arrive donc en 1960-1990 une révolution qu'on appelle verte. Bon, ça fait joli quand on dit révolution verte, mais en réalité, c'est l'intensification agricole. C'est quoi l'intensification agricole? C'est sélectionner les semences à plus haut rendement, produire le plus ces aliments-là, mettre plus d'engrais chimiques et irriguer les sols. Tout ça, en fait, pourquoi? Pour avoir une sécurité alimentaire. Et la sécurité alimentaire, aujourd'hui, c'est un peu le débat politique. Là, je touche un peu à la politique, mais c'est la crainte, et c'est ce que met les politiques sur la table, c'est oui, mais si on fait cette méthode-là en agriculture, on n'a pas de sécurité alimentaire. On n'a pas, si vous allez dans le magasin qu'un jour, on vous dit « Ah, mais non, aujourd'hui, il n'y a pas de pain, désolé, en fait, le blé n'a pas poussé », en fait, on ne l'accepte pas aujourd'hui. Et pourtant, cette agriculture intensive, elle résulte de ces famines-là et de la sécurité alimentaire. Donc aujourd'hui, on a besoin d'une nouvelle révolution, si vous voulez. On a besoin d'une révolution qui soit bonne avant tout pour la planète, et nous, on veut bien faire des sacrifices. À voir jusqu'où on veut bien faire des sacrifices. Alors, pour vous expliquer un tout petit peu la biodynamie, la biodiversité, et cette nouvelle révolution qui doit arriver, j'avais envie de vous parler c'est un petit extrait d'un film sur Netflix que je vous inviterai à voir à la fin, je vous mettrai le lien. C'est un film qui s'appelle Kiss the Ground, qui parle de l'histoire du sol, parce que la biodiversité, c'est avant tout une histoire de sol. Et ça vous explique assez rapidement et assez simplement en quoi la biodiversité est extrêmement importante pour notre planète
pour nous, pour les humains, pour la planète et pour l'alimentation. Donc, j'espère que vous allez entendre. Laisse-moi savoir, Lila, si tu n'entends pas. Au début, vous n'entendez pas, c'est normal. Êtes-vous découragé face au changement climatique et aux dégâts que nous causons à la planète? Ce sentiment était également le mien, et puis on m'a présenté une nouvelle façon de voir le problème. Il rendait la solution tellement évidente et abordable. Cette solution se trouve sous nos yeux, ou devrais-je dire sous nos pieds. Le changement climatique, c'est surtout un excès de carbone dans notre atmosphère. Mais le carbone n'est pas notre ennemi. C'est le socle fondateur de la vie. Tout ce qui vit est composé de carbone, même nous. Le problème et la solution sont tout simplement une question d'équilibre. Réfléchissons un instant aux 5 zones où le carbone est emmagasiné sur notre planète. Il y a 500 millions d'années, quand les plantes sont apparues sur la terre ferme, ce carbone commença à fluctuer entre ces zones. Il le fit avec un équilibre qui permit l'évolution de la vie telle qu'on la connaît. Puis une forme de vie, les êtres humains, ont compris comment extraire le carbone des zones fossiles. On le brûle pour en faire de l'énergie, ce qui perturbe cet équilibre. La façon dont nous gérons les terres et faisons de l'agriculture déplace encore davantage de carbone qui quitte le sol et la biosphère pour aller vers l'atmosphère. Pour être précis, nous avons déplacé 880 gigatonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ce qui réchauffe la planète et déstabilise notre climat. Les océans ont désormais absorbé beaucoup de cet excédent de carbone. Le résultat ? Une acidification et une accélération de la destruction des espèces marines. Si l'on veut donc sauver la vie telle qu'on la connaît, il faut bien sûr arrêter d'émettre du carbone d'origine fossile. La grande question est, où mettons-nous cet excédent de carbone pour remettre ce cycle en équilibre? Les plantes, avec l'aide du soleil et de l'eau, produisent la photosynthèse et elles prennent le carbone dans l'air et le transforment en hydrate de carbone, donc en sucre. Elles déplacent ensuite certains de ces sucres vers ses racines pour nourrir les micro-organismes qui utilisent ce carbone dans la construction de la Terre. Voilà, le carbone a bougé, les plantes le pompent et le sol le conserve. La technologie de la nature est incroyable. Les scientifiques ont récemment découvert qu'appliquer une fine couche de compost permet un cycle de rétrocontrôle positif. Il amène de plus en plus de carbone dans les sols chaque année. Ajouté à d'autres pratiques régénératives, comme ne pas labourer les sols, planter des arbres, les cultures de couverture et le pâturage planifié, nous pouvons construire et conserver des gigatonnes de carbone du sol. On appelle cela l'agriculture du carbone. C'est une agriculture régénérative. Contrairement au carbone dans l'atmosphère, le carbone dans le sol est bon pour nous. Il crée des sols en bonne santé, riches en nutriments, remplis de vie et qui retiennent plus d'eau. Cela signifie une nourriture plus nutritive et des récoltes plus résistantes aux sécheresses. C'est une bonne nouvelle pour nos fermiers, toutes les familles et chaque être humain qui mange. Souvenez-vous, la façon dont nous cultivons notre nourriture soit rejette du carbone dans l'atmosphère, soit l'amène dans le sol. La régénération des sols est le devoir de notre génération. Notre santé, la santé de nos sols et la santé de notre planète sont une seule et même chose. Ok. Voilà, ça c'était un extrait de ce film et vraiment je vous le recommande sincèrement. On le trouve sur Netflix et il vous explique extrêmement bien l'histoire du sol et en quoi c'est important pour l'alimentation de demain. Tout ça pour vous dire pourquoi. Donc en fait, pendant la vidéo, Julie, elle parle de l'agriculture régénérative. L'agriculture régénérative de carbone, en fait, ça crée la biodiversité. C'est important de dire qu'on crée une biodiversité ou on la diminue, mais on ne fait pas une biodiversité. On ne fait pas. La biodiversité, soit elle augmente, soit elle diminue. C'est aussi simple que ça. Et donc, l'agriculture régénérative, elle permet justement d'augmenter la biodiversité par rapport à une agriculture intensive qui la diminue et qui est donc pas bon pour le futur de notre planète. Donc, pour résumer, pourquoi il faut augmenter la biodiversité? Parce que ça absorbe le carbone, comme elle l'a mentionné, les plantes absorbent le carbone. Donc, si on commence à intensifier avec une seule plante,
Une plante en plus qui est modifiée, elle ne va absolument pas absorber le carbone. Il faut savoir aussi que dans l'agriculture régénérative ou permaculture, il y a aussi des manières d'associer des plantes qui, entre elles, vont s'entraider à créer un micro-organisme dans le sol. Donc, un meilleur micro-organisme dans le sol, ça retient aussi beaucoup plus d'eau. Si on retient plus d'eau dans le sol, ça veut dire que dès qu'il y a une sécheresse, eh bien, on ne va pas détruire détruire l'alimentation. Donc, par exemple, il arrive encore très souvent des agriculteurs qui sont désespérés parce qu'en fait, ils perdent toute leur production, toute leur alimentation qu'ils ont chérie pendant des mois parce qu'il y a une sécheresse et que leur sol est trop sec. Ça diminue la température et ça se voit assez rapidement quand vous êtes en ville et que vous arrivez dans un parc. En fait, les plantes diminuent la température. Aussi simple que ça. Et donc, retient l'eau dans le sol. Un exemple très concret là-dedans, par exemple, vous avez entendu certainement tous les feux de forêt qu'il y a eu en Australie, en Californie. En fait, c'est dû à ça. Le sol est trop sec, il fait un peu trop chaud et ça crée en fait des feux de forêt. Alors vous allez me dire, ok, on a la solution, qu'est-ce qu'on fout, quoi? C'est un peu ça l'idée. Pourquoi on ne change pas? Il y a plusieurs raisons pourquoi on ne change pas. D'abord, parce que si vous êtes agriculteur et vous avez une agriculture intensive et vous voulez passer dans une agriculture régénérative ou permaculture, par exemple, ça prend 6 mois avant que votre terre va commencer à avoir les premières récoltes parce qu'elle doit aussi s'habituer. C'est un peu comme vous, quand vous faites un changement. Nous, ça nous prend à peu près 3 mois psychologiquement à faire un changement, de se lever du pied droit à la place du pied gauche. C'est à peu près la même chose pour le sol. Ça a besoin de 6 mois. Donc, 6 mois sans rendement, sans aide financière, ça devient compliqué. 2-3 ans pour avoir des quantités rentables, ça, c'est l'argument qui ressort toujours dans des agriculteurs à travers le monde. Quand j'étais en Thaïlande, c'était l'argument qu'on me donnait aussi bien qu'en Europe. Donc, c'est qu'effectivement, avant qu'il y ait une vraie récolte intéressante pour pouvoir en vivre, ça prend 2-3 ans. Ensuite, comme je disais, c'est des nouveaux fonctionnements, il faut changer sa manière de produire son alimentation. Donc, il faut de la formation, il faut éduquer ces fermiers. Où vont-ils chercher cette éducation? Il n'y a pas de formation, d'éducation dans la biodynamie. Il faut qu'ils aillent la chercher. Il existe, mais ce n'est pas quelque chose de standard. Subside, il n'en existe pas. Prise de risque, ça, c'est un grand classique quand on fait du changement. Mais tout ça, en fait, ça bloque au changement de l'agriculture. Et là encore, je peux encore le mentionner que la politique pourrait certainement avoir un rôle majeur là-dedans, tout autant que nous, si on veut pousser nos agriculteurs à changer leur manière de produire leur alimentation. Ok. Maintenant, c'est parti la question que je voulais vous poser. Je vais vous dire que je vais vous poser quelques questions. Et la question ici, vous pouvez répondre dans le chat, ça va être beaucoup plus simple. C'est est-ce que le bio, donc le bio, c'est la grosse tendance du moment et du futur certainement. Est-ce que c'est une culture intensive ou est-ce que c'est une culture régénérative? Je vous laisse une minute pour y répondre. Ça dépend, intensif, ça dépend. Peut-être les deux. Les deux. Nelly, tu veux peut-être parler, dire pourquoi ça dépend? Ce serait peut-être intéressant d'avoir ton opinion. Les deux. Ok, un peu brillant. Ok. Pourquoi les deux, Maxime? Yes. Les deux. Ouais, en fait, c'est ça. Je vais continuer. En fait, ma réponse, pour moi, elle n'est pas forcément régénérative. Donc, pour moi, elle est forcément intensive.
et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il y a une mauvaise, on comprend très mal le bio aujourd'hui. Le bio, c'est pas le petit gars qui est ici à gauche. C'est pas forcément ça, en fait. Aujourd'hui, le bio que vous trouvez dans les supermarchés, c'est certainement pas ce petit gars qui est dans son petit champ. Et encore, là, c'est sûrement un gars qui a dû se mettre dans le champ juste pour la photo. Parce qu'en réalité, derrière, ils doivent labourer. Donc, en fait, l'agriculture bio, ça veut juste dire qu'on ne va pas mettre une liste d'engrais chimiques dans nos sols. C'est juste ça le bio. Dans la charte, ils expliquent aussi qu'effectivement, il faut faire attention à la biodiversité, tac, 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 tac. Sauf que ça, c'est des points d'attention, mais ce n'est pas pour autant que tu n'auras pas ton label bio. Et ça, c'est un gros problème aujourd'hui. Par exemple, je parle à des agriculteurs aujourd'hui, d'ailleurs, une super fermière que j'ai rencontrée l'été passé, qui reprend le champ de son père. Et je lui dis, bah, tu veux passer au bio et elle n'est pas intensive. Hein. Donc, je lui dis, bah, est-ce que tu vas avoir un label bio? Elle dit, ben non, parce que le bio te permet aussi de mettre, du coup, sans limite des produits naturels. Mais le naturel, par exemple, c'était de mettre du cuivre constamment sur ces sols ou du nitrite sur ces sols. Et tout ça, bah, ok, certes, c'est naturel, mais ce n'est pas bon non plus pour ces sols. Et donc, il y a un peu des limites au bio. Quand aujourd'hui, on voit les émissions, et en France, vous en faites pas mal, mais les émissions attaquant le bio, on parle beaucoup aussi de dire, regardez, vous voyez comme c'est intense, vous voyez comme ils produisent, c'est honteux. Oui, mais le bio ne protège pas l'intensification. Donc, est-ce que demain, on va avoir toujours de l'agriculture intensive, mais bio? C'est un risque, mais du coup, on n'a pas trouvé la solution à améliorer nos sols, parce que juste enlever les engrais chimiques, ça n'aide pas. Je voulais juste même faire ce point-là parce que souvent le bio, on en parle et je pense que c'est important d'être clair là-dessus, que le bio, ça ne va pas sauver le monde. Il faut aller un peu plus loin que ça. Donc, pour résumer, je voulais vous faire une petite définition parce que la biodiversité, c'est quand même compliqué à définir. Et puis, par hasard, je suis tombée quand même sur ce site qui s'appelle Figura Science, qui est assez facile à trouver quand on tape sur Google, qui dit que c'est la biodiversité du vivant, c'est-à-dire tous les processus, les modes de vie ou les fonctions qui conduisent à maintenir un organisme à l'état de vie. L'organisme à l'état de vie, mais en fait, c'est notre planète, notre sol qu'il faut tenir en vie, en fait, tout simplement. Et tout en augmentant et en maintenant une biodiversité à un seuil assez élevé pour pouvoir se nourrir, pour éviter les sécheresses, pour éviter les changements climatiques comme on voit aujourd'hui. Cette semaine, on a une énorme vague de chaleur. La semaine prochaine, on a de la neige. Voilà, c'est aussi des effets du changement climatique. Ce n'est pas que ça, mais ça en fait partie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la biodiversité, on en parle beaucoup, mais on ne la comprend pas trop que ça. Pourquoi on ne la comprend pas? C'est parce qu'en fait, on ne vit pas dans la nature aujourd'hui. Aujourd'hui, on est fort écarté des villes, des prairies, ou enfin de la nature. Ils sont très chanceux des personnes qui le sont parce qu'en ville, on est tellement déconnecté qu'on ne réalise pas que, en fait, normalement, il y a une époque, si vous baladiez à vélo dans la campagne, entre deux prairies, vous preniez 10 mouches dans la figure. Aujourd'hui, ce n'est plus autant le cas parce qu'il y a beaucoup moins d'insectes, par exemple. Ça, c'est un énorme exemple de la biodiversité. Pour continuer là-dedans, je continue avec des questions et je vais dans le vif du sujet. Là, je vous ai parlé maintenant un peu de la théorie de la biodiversité, mais maintenant, en pratique, sincèrement, c'est quoi? Comment on va le voir tous les jours dans notre alimentation? Alors ici, petite question toute bête, combien de variétés de pommes de terre vous pouvez voir sur cette photo? Vous pouvez toujours répondre sur le chat. Une seule. Les autres? Une idée? Ce n'est pas la meilleure photo, mais imaginez au moins, si vous imaginez votre rayon de supermarché avec des chips, il y en a combien? 1. 1 à 3, ouais. Ouais.
1 à 3. OK. OK. En fait, il y a une étude qui dit que en moyenne, dans les supermarchés aux États-Unis et en Europe, on a à peu près 20 variétés de pommes de terre dans le rayon fixe. Ici, sur la photo, il y en a certainement qu'une à 3, je suis d'accord avec vous. Mais en réalité, la variété de pommes de terre qui existe dans le monde est un peu plus importante que ça. Et c'est bien triste que de ne pas voir la biodiversité dans nos rayons. C'est ça qui est important, en fait. Quand on parlait en théorie, juste avant, de la biodiversité, c'est de diversifier notre alimentation, de mettre beaucoup plus de légumes, de différentes céréales sur notre assiette. Ben, si on ne le propose pas, on ne peut pas le faire non plus. Et ça, c'est un gros problème de l'industrialisation aujourd'hui, c'est qu'en fait, ils vont prendre, comme je vous expliquais le blé tendre, ils vont prendre un truc, une variété qui résiste bien, et puis après, ils vont vous offrir que ça. Mais du coup, c'est de l'agriculture intensive. En réalité, il existe 1300 pommes de terre reconnues en Europe, c'est-à-dire où les semences peuvent être vendues en Europe. 1300 variétés de pommes de terre. On en compte dans l'étude que 21 et vous en voyez que 1 à 3 dans le rayon. On a un problème de variété dans nos rayons, réellement. Deuxième question, tout aussi drôle. Combien de pommes vous trouvez dans ce rayon? Il y en a qui calculent vite. Hein. Cool. 5, 6, 5. All right. OK. Alors, est-ce que vous pourriez deviner combien il en existe, je crois que j'ai mis dans le monde, de variétés de pommes? Beaucoup plus, ça c'est sûr. Je vous confirme, je vous donne un petit aide, il y en a un peu plus. 500, on commence à s'approcher. 1000, on commence à s'approcher. Mais on n'y est pas encore. Encore une dernière, là? Quelqu'un qui veut essayer? 3000, 1300. Allez, je vous donne la réponse. 7500 variétés de pommes poussent dans le monde. On en trouve 5 à 10 dans les supermarchés. Énorme problème. Pourquoi on n'en trouve que 5 à 10? Parce qu'en fait, ce sont des pommes qui tiennent bien les changements climatiques, qui tiennent bien les sécheresses, qui tiennent bien les gels. Et donc, on ne propose que cela parce que les consommateurs s'attendent à avoir des pommes toute l'année dans leur rayon. Et donc, on va sélectionner celles qui prennent le moins de risques pour l'agriculteur. Ça, c'est un énorme problème pour la biodiversité. Si on commence à sélectionner sur 7500 variétés, on va dire on va en prendre que 5 et on va l'intensifier, ça, c'est le problème de l'agriculture intensive. La biodiversité, pour l'augmenter, il faut augmenter les variétés de pommes dans la production agricole. Augmenter les variétés, ça veut dire que ça va aider à augmenter la biodiversité dans le sol. Parce que ce sont les pommes entre elles, avec les autres, avec différentes semences, qui vont aider à recréer des micro-organismes dans le sol. Ce n'est pas juste une variété sur des milliers d'hectares. Ça ne marche pas comme ça. Par exemple, si vous adorez manger du riz, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez changer par rapport à votre riz. Vous allez prendre du quinoa, vous allez prendre un jour de l'épeautre, allez prendre du millet, puis allez prendre de l'avoine. Bref, il faut changer son alimentation, il faut varier son alimentation. Il n'existe pas que du riz et des pâtes dans les rayons. Et donc, il faut aller chercher des alternatives pour pouvoir varier son assiette. Et ça, c'est l'action 1 que je vous propose de faire. C'est si on veut aider à augmenter la biodiversité dans le sol, c'est de biodiversifier ses aliments dans son assiette. Comme par exemple avec le riz, mais aussi, par exemple, si vous allez dans un marché, par exemple, allez demander quelles sont les variétés qui existent
chez votre marchand. Il n'a peut-être pas tout le temps les mêmes variétés de pommes. Si ça se trouve, vous ne le voyez même pas vous-même. Donc, c'est intéressant de partager avec eux ça aussi. Pour la deuxième action, je vous propose encore une question. Quelle serait la proportion que vous devriez avoir de légumes dans votre assiette en pourcentage? 50%, ok. 50%, j'adore, il y a des gens qui aiment les légumes, c'est cool. 50, 50. 80, Maxime est un variant. 70, ok. Bon, c'est cool, il y a pas mal de légumes là. 65, oui, oui, oui. Bon, allez. 75, ouais, 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 ouais. C'est pas mal, hein. En vrai, j'aime bien 75 aussi. Enfin, 75, pardon. Alors, en fait, il y a un organisme qui s'appelle Eat-Lancet. C'est une plateforme mondiale scientifique qui aide à la transformation du système alimentaire. Ils ne sont pas du tout reliés à un gouvernement ou quoi que ce soit. Et c'est ça qui est génial avec cette plateforme. Eat-Lancet, je ne sais pas si tu peux mettre dans le chat, Lila, le lien. En gros, ils ont créé un rapport sur le régime planétaire, si vous voulez. C'est le meilleur régime autant pour vous, pour votre santé, mais aussi pour la planète. Et ils ont créé ça avec d'autres scientifiques dans le monde, à travers le monde, différents experts agricoles, nutrition, etc., pour dire, OK, l'acide idéal, ça doit être ça pour sauver la planète, entre guillemets, hein, enfin, on va faire ça dans les grandes lignes. Donc, qu'est-ce qu'ils disent dans ce rapport? Ils disent, effectivement, la plupart de vous en avez trouvé, il faut 50% de notre assiette qui ce soit des légumes. Et ça, c'est extrêmement important. Et pour la suite, ça, c'est ici à droite, vous voyez, ça, c'est l'assiette qu'ils proposent. C'est un peu l'assiette planétaire, si vous voulez. Il n'y a pas de mot ou de régime. En anglais, on appelle ça le Climate-Oriented Diet. Ça ne se traduit pas très bien en français et c'est dommage. On pourrait l'appeler le régime planétaire, si on veut, ou environnemental. Il faudrait être original, mettre des petites idées peut-être en post sur le klaxon. Mais en tout cas, c'est là qu'il faut aller. Il y a des régimes végétariens, il y a des régimes végétariens, etc. Mais tout le monde ne va pas arriver au végétarisme. Donc, il faut au minimum alors balancer différemment et équilibrer différemment son assiette. Et ça, c'est ce qu'ils proposent. Et vous voyez qu'en fait, dans l'assiette, ils ne sont pas en train d'enlever complètement la protéine animale ni les produits laitiers. Donc, même les sucres ajoutés sont mis parce qu'ils sont bien conscients que mentalement, ce n'est pas possible de complètement l'enlever pour beaucoup de personnes. Donc, gardons-le à petite dose, avec modération, pour au moins garder le corps mentalement voilà, cet équilibre aussi, mais en rééquilibrant l'assiette avec plus de légumes, plus de légumineuses, etc. Donc ça, j'aime beaucoup, beaucoup ce rapport. J'en suis une grande fan. Je vous invite à aller le lire. Troisième action, est-ce que quelqu'un connaît le logo Demeter? Je ne sais pas si quelqu'un les connaît. Faites signe, faites un pouce levé, je ne sais pas, dans le chat. Qui connaît Demeter? Personne connaît Demeter? Non? Ok. Bon, je vous apprends un petit truc. La prochaine fois que vous allez dans votre supermarché, je vous invite à aller chercher ce logo qui s'appelle Demeter. Donc, vous connaissez certainement le logo bio, donc le grand classique vert avec la petite feuille. Mais il y a un logo qui s'appelle Demeter, qui est un peu moins connu, effectivement. Et c'est un logo qui a été créé en Allemagne à la base. Maintenant, c'est un logo qui est maintenant reconnu internationalement. C'est un logo qui privilégie, donc qui certifie les produits issus de l'agriculture régénérative. Donc, ils sont vraiment très hauts dans leur certification. Ils vont en plus faire des formations avec des agriculteurs pour améliorer leur sol, etc. Donc, je vous invite certainement à aller… je vois une petite question. Attends, Maxime, j'arrive tout de suite. À aller voir ce logo parce qu'ils ont des produits de qualité. En plus, leurs ingrédients, de manière générale, leurs recettes sont très bonnes. Donc, troisième action, c'est d'aller voir ce logo-là sur les paquets parce que c'est une très bonne certification pour moi. Petite question, peut-être bête, quelle est la différence entre féculents et légumes féculents? Tu as vu ça avant, je sais pas, Gilles?
Légumes féculents, gras complet. Je pense que quand ils disent légumes féculents, c'est peut-être les pommes de terre, si je ne me trompe pas. Parce qu'il y a des légumes comme ça, tu sais, patates douces, des choses comme ça. Parce que du coup, tu vois, souvent on m'a posé la question, oui, mais les pommes de terre, c'est un féculent. Ah oui, ok. Ou la purée, c'est un féculent. Ou les frites, le frite, tu vois, les frites, par exemple, je sais pas, genre, on va parler des frites, mais les frites, c'est un composant de ton assiette que tu mets comme un composant, enfin, comme un accompagnement, je veux dire. Et donc, c'est pour ça qu'ils le mettent dans légumes féculents, parce que normalement, c'est un légume. Comme biologiquement, c'est un légume, mais on le voit comme un composant dans notre assiette. Sinon, je reviens sur le petit bouton. Donc, je vous avais parlé de Demeter, que vous ne connaissez pas. Donc, je vous invite à aller voir. C'est vraiment une super certification. Sinon, action 4, je n'allais pas vous laisser sans vous parler du végétarisme, bien évidemment. Donc, je suis végétarienne, moi, depuis 2 ans et demi. Alors, je vous ai parlé au tout début de la bienveillance. Je suis extrêmement bienveillante. Je suis née dans une famille de bouchers et j'y suis toujours. Hein. Je n'ai pas été rejetée par ma famille. Donc, ils sont bienveillants avec moi-même et je suis bienveillante avec eux. Je comprends tout à fait que c'est difficile d'arrêter de manger de la viande. J'ai moi-même eu un long process pour y arriver. Quelque chose que j'invite à faire, c'est pas de devenir végétarien. Je ne suis pas là à vous dire si tu ne deviens pas végétarien, tu es une mauvaise personne. Moi, je trouve que c'est la pire mauvaise manière de faire. Il y a beaucoup d'activistes véganes qui le font. Je trouve que mettre à tort les personnes, rendre coupables les personnes qui mangent de la viande, ça ne marche pas, en fait. Il faut être beaucoup plus inclusif que ça. C'est aussi pour ça que j'ai créé le compte La Fille du Boucher, pour justement un peu démocratiser un régime qui est beaucoup rentré dans ces clichés de soit activiste végane ou soit yoga, méditation, mais alors du coup, moi, je rentre dans aucune case, pas de chance. Tout le monde peut devenir soit végétarien ou en tout cas manger plus de légumes ou plus végétal. Donc, c'est pour ça que je mets action numéro 4, manger plus de végétal. Ce n'est pas pour autant qu'on enlève sa viande. Et c'est pour ça que d'ailleurs, l'assiette lancée l'a encore gardée en petit dans l'assiette, parce que oui, elle peut encore être présente, mais à petite dose. Et alors ici à droite, c'est quelque chose que moi j'ai appris pendant mon régime végétarien, quand j'ai commencé à manger végétarien, enfin arrêter d'avoir mangé de la viande plutôt. J'avais des difficultés quand même dans la nutrition, je n'étais pas hyper à l'aise. Et donc, j'ai appliqué ce qu'on appelle la complémentarité protéique. Je vais taper ici. Complémentarité protéique. En fait, le principe est que dans la viande, vous avez des acides aminés complètes. Dans les protéines, vous avez deux acides aminés différents. Dans la protéine végétale, l'acide aminé n'est pas complète. Dans la protéine animale, elle est complète. Pour vous la faire simple, hein, parce qu'on peut aller encore plus en détail. Comme elle est incomplète dans le végétal, il faut d'une manière ou d'une autre la compléter. Et donc, il y a une liste, je crois, il y a 13, 14 acides aminés. Et donc, par exemple, vous allez avoir des légumineuses qui vont être très forts dans les acides aminés A, B, C, D, mais très mauvais dans E, F, G, H. Et, coup de bol, les céréales, de manière générale, sont très bons en E, F, G, H, mais pas bons en A, B, C, D. Et c'est pour ça qu'on privilégie de manger légumineuses avec les céréales. Et ainsi de suite, légumineuses avec oléagineux ou graines. Oléagineux sont les noix. Et légumes avec céréales, légumes avec oléagineux, etc. Mais par contre, manger des légumineuses avec des légumes, comme vous voyez, ici, il n'y a pas de flèche, ça ne marche pas. Ce n'est pas sain de manger ça. Alors, c'est un grand mot, on dirait que ce n'est pas sain. Il n'y a pas d'études scientifiques qui l'ont prouvé. Donc ça, c'est la complémentarité protéique et encore un grand débat sur la table des végétariens et des véganes, parce que certains l'appliquent, certains ne l'appliquent pas. Moi, je l'applique parce que ça m'a vraiment aidé à mieux équilibrer mon assiette. Sinon si tu veux commencer à arrêter de manger de la viande, tu vas manger ta pâte carbonara, tu vas enlever tes lardons et puis, c'est gentil, mais manger des pâtes tous les jours, ça ne va pas être très sain. Et c'est ça, cette complémentarité protéique va te permettre en fait d'équilibrer et te forcer à équilibrer ton assiette, à manger des légumineuses, à manger plus de légumes, etc. Donc, je vous invite vraiment à faire ça si vous décidez de manger plus végétal chez vous. Pour résumer, les actions à retenir sont
diversifier ses aliments. Donc, je vous avais dit, si vous mangez beaucoup de riz, essayez de changer avec du quinoa, avec du millet. J'y en ai acheté récemment, c'est très bon. De l'avoine, etc. Rééquilibrer son assiette, c'est-à-dire que mettre peut-être la viande sur le côté, mais pas complètement à l'écart de la table. Augmenter son végétal, c'est hyper important, surtout pour la biodiversité. Demeter, ça va vous aider dans les magasins à repérer les produits qui sont produits avec un système qui augmente la biodiversité. Et en fait, vous en avez plusieurs. Il y a plusieurs en fait manières, pas système, mais production agricole. Vous avez la biodynamie. Biodynamie. Non, je ne sais pas, biodynamie, c'est pas ça? Non, biodynamie. Je crois que j'ai mal écrit le truc. Mais voilà, il y a la biodynamie, il y a l'agriculture. Merci. Il y a un truc cloche dans ce nom. Il y a l'agriculture régénérative et il y a aussi la permaculture. Je ne suis pas un agronome, vous avez déjà dit que je ne suis pas expert dans tout, mais en tout cas, ce sont les trois manières de produire l'alimentation qui augmentent la biodiversité. Et donc, Demeter peuvent vous aider à ça. Et manger plus de végétal, voilà, je ne peux pas ne pas me vendre. Manger plus de végétarien, c'est important. Manger ça équilibré aussi. Mais garder aussi le plaisir. De temps en temps, vous voulez manger de la viande, mangez de la viande, s'il vous plaît. Ne vous sacrifiez pas non plus. Parce que si vous passez 3 jours dans votre lit à pleurer, vous ne savez pas manger de viande, allez manger un peu de viande, s'il vous plaît. Ce n'est pas bien grave. Et je vous invite aussi à aller voir La Fille du boucher pour vous aider à créer des petites recettes. Pour finir, au tout début de la présentation, je vous avais parlé du film Kiss the Ground, qui est ici à gauche. Vous pouvez le trouver normalement, je pense qu'en France, il est disponible, parce qu'en Belgique et en France, ce n'est pas facile sur Netflix, mais en tout cas, en Belgique, il existe et il est traduit. Je vous invite à le regarder. Une autre série qui est super, ça s'appelle Cooked sur Netflix. C'est une série de 4 épisodes. Je vous invite sincèrement à aller le voir. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. C'est avec Michael Pollan, le monsieur que vous voyez ici en haut à droite. Il a écrit aussi beaucoup de livres, Michael Pollan, mais sa série résume bien en fait tous ses livres. Et il y a même une de ces épisodes, il parle de la viande. Donc vraiment, c'est pas quelqu'un qui est activiste ou extrême. Au contraire, il va parler un peu de tout. Il va parler de la cuisine, comment cuisiner de manière saine ou de manière durable, mais en gardant tout dans le goût. Il va parler aussi de l'agriculture, c'est quoi les problèmes intensifs, etc. C'est fait aux États-Unis, mais punaise, c'est extrêmement bien fait. C'est vraiment les 2 films que je vous invite à aller voir parce que il y a énormément aujourd'hui de documentaires sur Netflix. Vous pouvez tous aller les voir, bien évidemment. Moi, personnellement, j'avais commencé à le faire il y a des années parce que je voulais m'intéresser, mais au bout d'un moment, ça m'a presque un peu déprimée. Je me suis dit, franchement, c'est pour voir à chaque fois les mêmes données, les mêmes la même point de vue négatif, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est apprendre. Et ces deux livres m'apprennent sur le futur de notre alimentation et pas sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et c'est scandaleux. C'est pas ça que moi, j'aime voir. Donc, je vous invite à voir ces 2-là. Et le troisième, ici à droite, c'est un TED Talk d'un gars qui s'appelle Alan Savory, je crois. Il va vous parler un peu de l'histoire de Kiss the Ground et qu'est-ce qui s'est passé lui en Afrique. Il est parti en Afrique en Afrique, il y a énormément de terres qui sont sèches et il y a plus rien qui peut pousser dessus parce qu'elle est beaucoup trop sèche. Et il va vous expliquer comment, lui, son histoire, il a fait pour recréer, augmenter la biodiversité sur ces sols-là et les erreurs qu'il a faites, etc. Je vous invite franchement à aller le voir, à regarder cet épisode, c'est vraiment super. Voilà, c'est tout pour ah non, on va le mettre. Non, on va pas faire ça. Voilà. La conférence, en tout cas, est terminée de mon côté. Je vous laisse donc les 2 marques que j'ai créées qui sont La Fille du boucher. Je suis présente sur Pinterest et Facebook et Insta. Vous pouvez me contacter sur contact-lafilleduboucher.eu si vous avez des questions sur le végétarisme, des inquiétudes, des collaborations avec grand plaisir aussi. Pour Alex, vous pouvez me retrouver sur Insta, Facebook, bien évidemment sur Pinterest, c'est toujours bien pour les inspirations recettes.
Si vous voulez commander sur AliExpress, je vous invite à le faire. Et avec le code promo biodiversité qui dure 1 mois, vous pouvez aussi le donner à vos amis avec grand plaisir. Donc, ce sont 3 mélanges d'épices, marocain, méditerranéen et indien, pour vous aider à manger végétal à la maison, pour booster vos plats. Et ils sont clean et ils sont bio. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Est-ce que je reste sur cette page, Lila, ou est-ce que je l'arrête? Comment tu veux que je fasse? Comme tu veux. Tu peux l'arrêter. Comme ça, on peut. Bah, écoute, je l'arrête comme ça, je vois tout le monde. En fait, je ne me vois pas. C'est très bizarre. Oui. Donc, je parle à mon ordinateur pour le moment. N'hésitez pas à mettre vos vidéos pour les personnes qui sont avec nous, pour un petit Yes. moment d'échange. Est-ce qu'il y a eu Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a eu des questions, Lila, pendant le truc que je n'ai pas vu sur Klaxoon? Non, pas Non. forcément. Pas Ok. forcément, mais n'hésitez pas à les mettre maintenant si vous le souhaitez. Voilà, oui, c'est vraiment le moment échange. Moi, je suis ouverte à vraiment à des discussions, aux problématiques de tous les jours. Tiens, mais j'arrive pas à manger végétarien, c'est compliqué. Ou ah, mais je comprends pas le bio. Ou voilà, je suis très concrète moi dans mes explications et mes conférences, mais c'est important parce que on peut faire des grandes conférences scientifiques sur comment la planète va périr, mais au final, ok, mais on fait quoi? Ça, c'est un peu ça l'idée, quoi. Donc voilà. Alors, il y a quelques petites. Il y a une question. D'autres labels qui peuvent nous aiguiller pendant les courses? D'autres labels. Bon, bah, après, vous avez le bio, vous pouvez toujours aller sur le bio. Comme vous disiez pendant un moment donné, vous disiez, oui, c'est un peu les deux. Bah oui, parce que n'importe qui peut avoir bio. Moi-même, j'ai pris bio parce qu'en fait, il y a beaucoup de startups, par exemple, qui prennent le label bio parce que sinon, ils ne rentrent pas dans des magasins, des chaînes bio. C'est aussi con que ça. Mais business is business. C'est obligé d'avoir le bio, le label bio. Donc, n'hésitez pas. Mais ce qui est toujours intéressant, c'est d'avoir l'histoire derrière en plus. Enfin, label bio, c'est bien, mais l'histoire derrière, c'est quoi? Ça, c'est important. Donc, n'hésitez pas à regarder le label bio. Il y a le Demeter. Je sais que vous en avez un peu d'autres aussi en France. Je regardais un peu avant-hier. Est-ce que, par exemple, le label Bleu Blanc Cœur, tu en as entendu parler ou pas Oui, forcément? bien sûr, moi, j'en ai entendu parler, ouais. Mais c'est plus Ouais, mais tu vois, le bleu blanc cœur, nutritionnel c'est qu'environnemental. nutritionnel. Ici, on n'est pas sur le nutritionnel, mais il est là aussi. Il y a bien sûr, il y a le Nutri-Score que vous avez. Nutri-Score, faut faire fort attention parce que c'est très relatif. L'huile d'olive, voilà le grand exemple. Chez nous, les frites, c'est un Nutri-Score A. Ah oui, c'est de pomme de terre, donc j'ai envie de te dire, c'est compliqué d'avoir un D. Donc, le Nutri-Score, je l'éviterai. Yuka, ça reste quand même une très bonne application, je dois avouer. Yuka, il est plutôt bien. Et je vais commencer à voir d'ailleurs, j'espère qu'un jour ça arrivera, mais il va y avoir des scores environnementaux qui vont arriver. C'est déjà le cas en France, il y a l'éco-score sur l'éco-score, c'est celui-là. Yuka et sur d'autres plateformes, c'est très très récent. Ok. Mais il y a ça maintenant. Ouais, j'ai commencé à voir ça, je trouve ça plutôt cool. On verra comment ça va prendre. Mais si je ne me trompe pas, si c'est celui-là ou pas, mais moi, ce qui me frustre dans l'éco-score, c'est ce côté, dans les éco-scores, c'est un peu le côté, ils vont toujours plus loin que l'environnement. Ils ne savent pas rester sur que l'environnement. Ils vont quand même un peu te parler quand même de la nutrition, ils vont quand même un petit peu te parler. Mais d'un côté, c'est logique. À un moment donné, tout est relié. Tu vois, c'est pas possible autrement, quoi. Là, on va dire, on va manger végétarien. Bah, ok, je mange des frites. Ouais, mais des frites, c'est pas ça. Okay, mais ça va, oui, mais c'est pas bio. Ah ouais, mais c'est pas bio non plus, ok. Enfin, au bout d'un moment, tu n'en sors plus, quoi. Donc, c'est arriver à équilibrer aussi son alimentation dans son assiette, mais aussi dans ses choix, quoi. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. Mais ouais, écoute, très curieuse de voir ce que l'éco-score va donner. Yuka a explosé. Siga, je ne sais pas trop où ça prend vraiment. En tout cas, il n'y a pas autant de downloads que Yuka. Pas autant. Est-ce que tu veux expliquer ça, ce que c'est Siga par Siga, rapport c'est le niveau de transformation d'un produit, tout simplement. Mais voilà, ils ont dû créer l'histoire en plus là-dedans. C'est assez drôle, c'est européen comme histoire. Hein, c'est qu'au départ, ils ont voulu mettre des taxes. Enfin, la Commission européenne, ils avaient essayé de vouloir mettre des taxes sur les produits transformés. Et ça a été long comme débat, parce que le débat, c'était de dire, ouais, mais c'est quoi du transformé? Ok, les carottes râpées, est-ce que c'est transformé? Est-ce que mon beurre, c'est transformé? Le beurre, c'est un produit transformé. Enfin, je m'excuse, c'est un produit transformé. Moi, le matin, je ne vais pas chercher ma vache pour aller faire mon lait, pour après faire mon beurre. Donc,
Et là, il y a eu tellement de discussions qu'ils n'ont pas pu faire cet axe-là. Et donc, SIGA est arrivé, ouais, les startups, elles tirent le mouvement. Et donc, ils ont créé un algorithme pour pouvoir dire si c'est très transformé ou pas. Donc voilà, donc c'est cool. En plus, je connais la nana derrière, donc elle est très sympa aussi. Donc, cette nana. Donc, voilà. Globalement, dans ce que tu préconises, dans tout ce qui est bio, diversifier son assiette, etc., est-ce que tu as aussi des conseils d'aller vers des aliments plus bruts ou légèrement transformés que ultra transformés, ou est-ce que toi, là-dessus, c'est pas forcément… Si, bien sûr. Enfin, je serais vraiment stupide de dire l'inverse, parce qu'en plus, le transformé, en général, va pas aller chercher les variétés de pommes qu'on ne trouve pas en supermarché. Donc, les transformés, de manière générale, vont aller chercher la massification de produits pour pouvoir, alors après, c'est simple. Enfin, en fait, moi, je travaille avec l'agroalimentaire, donc je commence à comprendre comment ils fonctionnent. Ils veulent un produit transformé, et puis ils veulent que la qualité de ce produit et le goût de ce produit se maintiennent pendant tout le long tout le temps, quoi. Il faut tout le temps la même qualité, le même goût, etc. Et pour ça, tu dois avoir alors tes ingrédients de base qui soient aussi tout le temps la même chose, tout le temps le même goût de carotte, etc. Donc du coup, on va sur des frites, mais c'est un peu con, on met la frite, mais qu'est-ce qu'il y aurait comme exemple en France que je pourrais mettre en avant? Mais par exemple, un houmous que vous achetez en magasin, c'est un produit transformé, ça très clairement. Si les pois chiches ne sont pas de la même qualité, le producteur, il ne va pas être content, quoi. Il va dire, ouais, mais non, moi, du coup, je n'ai pas la même qualité de houmous. Et donc, c'est aussi pour ça que le transformé n'est pas bon. Mais, encore une fois, équilibre mental, c'est pas grave si vous, de temps en temps, vous ne cuisinez pas, vous achetez un truc en tout fait ou au traiteur, ou c'est pas grave, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas la mort. Si tu le fais de temps en temps, c'est un peu comme je disais une expression en anglais, c'est faut varier ses poisons et un tout petit peu. C'est un peu ça, quoi. Tu vois, c'est un peu comme dire, ouais, mais j'ai déjà eu une conférence, on me demande, c'est quand la dernière fois que tu as été dans un fast-food? Je dis, ouais, l'année passée, je crois encore, ou quoi, ou je sais pas, ou il y a 6 mois, je sais plus, j'ai dit. Et puis, juste à côté, j'avais une autre nana qui est dans l'environnement et tout, et elle est à fond, elle dit, non, moi, je ne veux pas les fast-food, je fais ton choix, mais moi, j'y vais une fois par an, ça me va. Tu vois, je sais pas, ça me fait plaisir de prendre un fast-food avec mes potes, c'est cool, et puis voilà, tu vois. Donc, il faut trouver un équilibre là-dedans, si je trouve. Bon, après, c'est mon avis, chacun fait son truc. Et si vous n'allez pas au fast-food, c'est encore mieux. C'est bien. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est vrai. Il y a des questions en plus. Alors, des circuits à préconiser pour faire ses achats alimentaires. Après, bon, toi, tu es plus en Belgique, donc il faut voir si… Ouais, mais ça revient au même. Je connais juste pas bien, enfin, si je connais la FGMS, mais je connais pas trop les chaînes bio en France. Du coup, je sais pas lesquelles, ils ont quelle charte. Regardez, hein. N'hésitez pas à aller sur les sites des chaînes bio et voir les chartes et tout ça, parce que c'est quand même, ils doivent légalement les mettre. Donc, c'est intéressant d'aller voir ça. Non, je connais pas. En tout cas, moi, ce que je vous invite pas à aller chercher du bio dans la GMS. Ça, c'est clair que… GMS, c'est grande et moyenne. Ouais, grande et moyenne surface, c'est-à-dire votre Leclerc, Auchan, Carrefour, tout ça. C'est quand même la grosse production, c'est hyper intensif, c'est pas dingue, c'est pas ce qu'on recherche. Oui, c'est bio, mais il faut aller chercher les petits producteurs, quoi. Donc, je suis sûre que vous avez plein aussi de startups qui puissent vous aider en commande en ligne, par exemple. Je suis sûre que vous avez des marchés, je suis sûre que vous avez tout ça en France. En plus, j'adore les marchés français, donc je suis sûre qu'il en existe. Il y a de quoi faire. Mais parfois, c'est dur sur les marchés de savoir si les étals des producteurs sont des vrais producteurs ou sont des revendeurs, par exemple, de personnes qui vont aller chercher des fruits et légumes et qui ne vont pas du tout suivre la saisonnalité. C'est assez difficile parce que les gens se disent parfois le marché, c'est l'image de… Ouais, bien sûr. D'ailleurs, ils en jouent, ceux qui en revendent. J'en vois certains, ils remettent leurs pommes et puis après, ils foutent de la terre dessus, ils sont contents. Mais si tu leur poses des questions, tu vas vite te rendre compte que ce n'est pas le producteur. Ou tu vas voir derrière. De toute façon, ils ne peuvent pas se cacher. Hein, donc, il y aura toutes les boîtes. Tu dis, c'est marrant, ça, il y a beaucoup de boîtes chez vous. Oui, il y a beaucoup de boîtes. Donc, tu peux vite quand même repérer la manière dont le gars vend ton truc. Moi, c'est marrant parce que moi, j'ai un marché où il y a un peu de tout. Il y a des revendeurs, il y a des vrais fermiers, des gens qui travaillent quand même la terre
et qui viennent vendre leurs produits. Donc, j'ai un peu tout. Et ça leur pose des questions, tu te rends compte du truc, quoi. Ou alors aussi de ce qu'il y a sur l'étal, tu vois. Enfin, ils n'ont pas de fraises, ça va, ouf. Donc, là-dessus aussi, tu peux vite voir. Ouais. Je Ouais. vais remettre sur le board. Il y avait aussi comment se rendre compte qu'on n'est pas en équilibre alimentaire si jamais on arrête la viande. Oui, la grande peur aussi des carences. On Ouais. a beaucoup, Prise de sang. C'est pas de secret, hein. Je veux dire, tu peux pas le sentir, tu peux pas le piffer. Tu peux un peu sentir si tu te sens un peu fatigué ou quoi, mais très compliqué de savoir ça. Moi, j'en fais très souvent. Enfin, très souvent, c'est un grand mot, mais au tout début, j'en faisais assez régulièrement. Maintenant, j'en fais 2 fois par an. Et c'est cool, quoi. Et Quels là, sont par les exemple, taux que tu ouais, mesures du coup? C'est le taux de fer? Qu'est-ce que tu mesures? il faut demander, mais en fait, il faut demander au médecin une complète. Alors, moi, je sais pas, en Belgique, je faisais comme ça. Je dis je veux complètement et que je suis végétarienne, donc je veux B12, D, C, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas. Par magnésium ou des choses comme ça aussi éventuellement, mais Ouais, mais franchement, moi, à ce niveau-là, j'ai jamais eu de problème. Enfin, alors, je touche du bois, mais j'en ai eu, tu vois, des carences. Mais ça a été vite identifié et puis j'ai vite compensé et puis c'était bon, quoi. et parce que donc pour rappeler pour les personnes peut-être qui se poseraient la question, donc dans le végétarisme, pas de viande, pas de poisson, mais il y a quand même les œufs, les produits laitiers. Toi, Ouais, tu manges encore des exactement. produits laitiers, du fromage, qui fait Ouais, que tu as quand même des apports en ouais, protéines. hyper important. En gros, donc, dans le végétarisme, effectivement, on ne mange pas de protéines animales. Donc, en fait, tout ce qui, en fait, tue, enfin, c'est un acte, en fait, de mort, on va dire comme ça, hein, c'est comme ça. C'est tous les animaux, donc la viande, le poisson, les crustacés, etc. Il y a des personnes qui continuent à manger du poisson pour des raisons de santé. De temps en temps, aussi, j'entends parfois des raisons de goût, j'aime bien ça. Mais les personnes qui me disent qu'ils mangent du poisson, qui sont végétariens mais qui mangent du poisson, mais ils font ça pour l'environnement, j'ai envie de leur dire, vous êtes bizarros, hein, parce que, enfin, non, enfin, les poissons et la viande, c'est la même chose, quoi. C'est le même problème. Donc, en tout cas, moi, je ne mange pas de poisson. Ça me paraissait logique de ne pas le faire. Donc, en tout cas, les végétariens, enfin, végétarisme, c'est ça. Le véganisme, c'est le végétalisme, pour aller encore plus précis. Le végétalisme, c'est donc pas de viande, pas de poisson, pas de protéines animales de manière générale. Donc, ça va être pas d'œufs, pas de lait, Pas de miel. alors, pas de miel. Mais alors, les miels, tu vois, les véganes, le véganisme, ça dépend qui. Ça dépend qui, c'est toujours un choix, quoi. Après, c'est parce qu'on a commencé à nous mettre dans des catégories et donc on les a définies comme ça. Après, tu fais ce que tu veux, tu vois. J'ai aucun souci avec ça. Par contre, dire je suis végétarienne mais je mange du poisson, là, ça devient un peu bizarre. Ça, c'est mon avis. T'as le flexitarisme, ça, c'est toujours un gros débat. C'est flexitarien par rapport à quoi? Si tu manges de la viande tous les jours, tu dis que tu es flexitarien. Ouais, enfin, forcément. Tu manges 3 fois la viande par semaine. C'est des personnes qui ont choisi de réduire leur consommation, mais il n'y a pas de C'est pas quantifiabilité. quantifié, il n'y a pas de vraie définition, c'est pas très clair. Donc, je suis pas pour le régime flexitarien. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je prends le régime climatarien ou celui que j'ai proposé là, Eat Lancet, qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus simple. Parce qu'au-delà de juste un équilibre alimentaire, il y a aussi le choix des légumes, etc., qui le locaux, etc. Donc, ça va plus loin que ça, que juste un équilibre de l'assiette. Et tout ça aussi pour dire que les véganes aussi, eux, ils vont encore plus loin. Ils vont pas apporter tout sur eux, par exemple, du cuir, etc. Ça va vraiment loin. On n'est plus dans l'alimentation. Un point aussi important, peut-être quelque chose qui revient assez souvent, c'est le végétarisme. Dans le fromage, vous avez de temps en temps de la présure animale dans les fromages. Je ne sais pas si vous le saviez. Donc, la présure animale, en fait, c'est un liquide qui se trouve dans un des estomacs des veaux. Et ça contient des enzymes qui sont nécessaires à la fabrication du fromage. Pourquoi ils sont nécessaires? Parce qu'en fait, vous allez mettre, vous avez votre lait qui est liquide, puis après, vous allez mettre les enzymes, et cette enzyme va créer solidifier, on va dire, le lait, et donc faire votre fromage. Et donc, ces enzymes qui sont contenues dans cette présure viennent des animaux. Et bon, tu ne peux pas aller chercher les enzymes comme ça, tu dois tuer l'animal pour pouvoir obtenir ces enzymes. Donc, par définition, la présure n'est donc pas végétarienne. Donc, beaucoup de fromages ne devraient pas être végétariens. Et pourtant, on dit, ah non, les fromages, on en mange. Moi-même, j'en mange encore parce que voilà, j'aime beaucoup les fromages. Mais c'est une précision importante parce que la présure animale, c'est quelque chose de très peu connu. Et c'est encore un gros problème dans les lois
dans la loi. En gros, par exemple, dans vos fromages en France, vous avez les AOC, les AOP, donc il y a de la protection sur ces fromages. Et ces AOC et ces AOP, en fait, obligent les producteurs à utiliser de la présure animale. C'est dans les chartes AOC et AOP, en fait. Et donc, tu peux faire ce que tu veux comme présure végétale et débarquer chez le gars du parmesan ou du camembert, dire regardez, j'ai la présure végétale, vous pouvez l'utiliser. Et il va faire bah oui, mais de toute façon, alors du coup, j'ai plus d'AOC et du coup, je peux plus l'appeler camembert. Gros problème, quoi. Donc là, on a un gros problème Donc, ça nécessiterait une refonte des cahiers des charges, en ouais, fait. mais carrément, mais vraiment, et ça, c'est tellement dommage, quoi. C'est tellement bête, quoi. C'est une ligne, quoi. Enlevez-moi cette ligne, enfin, c'est ridicule, quoi. Mais c'est historique. C'est tellement historique, quoi. Ça, c'est les traditions. Mais par contre, si vous avez fromage de chèvre et tout ça, de manière générale, c'est de la présure végétale. Ça, ouais. Il y a le vin aussi. Le vin, certains vins sont véganes. Ouais. Parce que qu'est-ce qui est utilisé du coup dans les vins? On filtre le vin avec du blanc d'œuf. Pour ça. Aussi simple que ça. Mais bon, ils te mettent vegan et puis après, ils te le proposent de manger avec du steak. Hein, donc, j'ai envie de te dire, hein, je pense que c'est un peu du bullshit. Hein, c'est pas, c'est pas grave. Mais c'est bien, s'il y a des personnes véganes, moi, long, quoi. Ça, c'est cool aussi. Franchement, c'est bien de penser à tout le monde. Mais c'est vrai ce que je raconte. J'ai vraiment vu des bouteilles où ils proposaient de la viande avec le logo vegan à côté. Ça m'a fait rire. C'est juste génial. Quoi. C'est la contradiction marketing. Mais en tout cas, si vous voulez éviter de manger des fromages et vous voulez passer en tout cas en fromage végétal, il y a des très bonnes marques en France. Il y a une évolution dans ces produits-là qui sont géniaux. C'est très, très bon. Vous avez Tom Pouce, qui est une super marque. Vous avez, il s'appelle le Petit Renard. Il y a J Enjoy. Alors, moi, c'est personnel, J Enjoy, c'est le moins bon dans tout ce que j'ai déjà goûté. Mais après, je n'ai goûté que le bleu. Je n'ai pas encore goûté toute la gamme. Mais effectivement. Mais en tout cas, le mieux pour moi, c'était Tom Pouce. J'ai adoré cette marque. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y en a pas mal. Et sincèrement, ils sont très, très bons. Et ceux qui j'aime. Et là, il y a aussi les transformés. Faites attention, tout ce qui est aggloméré. Donc, les tranches de fromage, les fromages râpés et les crèmes de fromage très, très blanches dans les supermarchés où ils font végétal. Enfin, je vous évite. Là, c'est du transformé. En gros, dans les fromages véganes, vous avez plusieurs catégories. C'est un truc que je vais publier sur mon blog prochainement. En gros, vous avez des faux fromages à base de noix, d'oléagineux. Et après, vous en avez avec des amidons. Donc ça, c'est souvent ceux qui sont très transformés. L'amidon, c'est cette fécule qu'on extrait des pommes de terre, par exemple, ou du blé. Vous avez avec du tofu. Vous avez encore... Non, je pense que c'est tout. Ouais, il y a du lait de coco, mais c'est beaucoup moins utilisé. Ou du soja. Ouais, du soja, c'est le tofu. La noix de cajou aussi. Ouais, donc oléagineux noix, c'est ça. Ouais, exact. Et ça, c'est le plus connu pour le moment. Parce qu'il y a un taux de graisse tellement énorme dans ces noix que c'est hyper intéressant pour leur production. Et donc, à chaque fois, en fait, ils essayent de mettre des arômes dessus, d'épaissir, etc. Mais disons que l'amidon est celui qui est plus compliqué. Ils vont chercher l'amidon, mais l'amidon, c'est de la poudre, quoi. Donc, ils partent d'une poudre et puis ils en font un fromage. C'est de la folie, quoi. Donc, pour parler du transformé, là, je crois que le SIGA, ils vont exploser, quoi. Mais par contre, les pâtes de noix, vous pouvez faire ça chez vous. Vous prenez des noix de cajou, vous les trempez dans de l'eau, et après, vous les mixez le lendemain avec un petit peu de poudre d'ail, pour aromatiser, et vous avez un truc pas mal, quoi. Oui, il y a des recettes qui existent en ligne. Il y a une autre question, je ne sais pas si on m'entend, moi je m'entends un peu en écho. Il y a un avis sur la consommation des produits à base d'oléagineux, les végétales, les fromages végétales, sauces, etc. et du soja pour la biodiversité. Un avis comment ça? Quel est ton avis voilà, sur ce... Moi, je trouve ça chouette. Enfin, ça biodiversifie nos rayons, hein, d'une manière ou d'une autre, quoi. Enfin, c'est un peu comme... moi, j'aime bien d'avoir ces nouveaux produits dans les rayons parce que du coup, ça nous change un peu nos fromages classiques. Sinon, on n'aurait pas de solution. Enfin, tu pourrais manger ton houmous si tu veux changer pour ton pain. Mais si tu veux, c'est un peu comme... J'expliquais je ne sais pas comment j'explique ça, mais en gros, quand tu as eu la tendance du gluten ou du sans lactose, il y a eu des gros mouvements comme ça. C'était vraiment une grosse tendance. Et quand ça, c'est arrivé, il n'y avait rien dans les rayons. Enfin, il y avait, mais c'était vraiment petit. C'était pas... Et en plus, c'était des marques vraiment industrielles. C'était pas grave. Mais à cause de ça, ça a poussé plein de startups, ça a poussé plein de producteurs à venir avec d'autres farines que la farine de blé tendre classique.
Donc, on a maintenant, dans les rayons même de Auchan, quoi, vous pouvez trouver d'autres types de farine, la farine de sarrasin, de la farine de, bon, peut-être pas chez Auchan, mais de la farine de sarrasin certainement, mais de la farine de châtaigne, la farine de pois chiche, la farine de, enfin, toutes ces autres farines d'autres céréales, parce qu'il y a eu cette tendance-là. Parce qu'en fait, on a commencé à créer une contrainte, et par la contrainte, en fait, on a innové avec des nouveaux produits. Et donc, je trouve que c'est la même chose ici avec le végétarisme, mais enfin le véganisme plutôt. C'est qu'en mettant une contrainte en disant, si on ne mange plus de fromage, qu'est-ce qui se passe? Ben, on crée des nouveaux produits. Et c'est ça chouette, c'est pas mal, ouais. Coucou Ariane, je me permets de prendre le micro pour préciser un petit peu ma question. Ouais. Merci déjà de prendre le temps de répondre à toutes ces questions, c'est hyper intéressant. La question que je me posais, c'est parce que voilà, j'ai entendu un petit peu des avis dans tous les sens qui parlaient de la surconsommation de soja, tout ce qui était perturbateur endocrinien, Ouais. et surtout sur le lait végétal, parce que ça va faire 2-3 ans maintenant que je ne consomme plus de lait animal. Ouais. Mais on m'a quand même dit que, par exemple, tout ce qui était voilà, avoine, soja, amande, etc., c'était très, très, très énergivore, enfin, en eau. La consommation en eau était vraiment énorme. Du coup, je me posais la question, est-ce que c'est pas un faux ami dans cette transition, en fait? Ouais, je te comprends. Je parle un peu de mon expérience à moi aussi, comment moi je fais ça. Bon, moi, comme je ne suis pas végane, je bois encore du lait normal. Mais alors, il faut savoir que moi, dans mon régime que j'ai choisi, je ne vais pas prendre du lait de vache tout le temps. Je vais prendre un lait de vache, puis je vais prendre un lait de brebis, puis après, je vais prendre un lait végétal, puis après, dans les végétales, je vais prendre du lait d'amande, puis après du lait d'avoine, etc. Puis je vais reprendre le lait de vache, etc. Pour un peu diversifier, encore une fois, quand je parle avec le riz, en fait, moi, je diversifie aussi mon lait pour ne pas tout le temps prendre mon lait de vache ou tout le temps du lait d'avoine. Pour parler du lait de soja, il y a eu effectivement des études qui ont commencé à sortir là-dessus. Il faut faire encore attention à c'est quoi le process qu'il y a derrière, parce que effectivement, un lait de soja n'est pas un autre. La société, par exemple, Soyade, qui est française d'ailleurs, s'appelle, si j'arrive à trouver Lila, mais ça s'appelle Soyade comme ça. C'est une super société. Ils ont un process où la température ils ne travaillent pas en haute température. Et en faisant ça, ça permet, pour eux, ça ne perturbe pas justement, ils ne rentrent pas dans la catégorie de perturbateurs endocriniens. C'est des études encore très récentes. La nutrition, ça n'a pas 100 ans. Okay, donc, il faut faire très attention dès qu'il y a des études de nutrition parce que rien n'est vraiment prouvé. Si tu veux faire une étude de nutrition, tu dois prendre 100 personnes qui habitent dans les mêmes quartiers et encore dans la même rue presque, tu vois, avec exactement les mêmes activités, qui mangent exactement la même chose pendant 1 an. Ah bah, bonne chance. Mais c'est très compliqué, quoi. Donc, oui, on peut donner des indications, mais ce n'est pas totalement prouvé. Mais je pourrais comprendre qu'effectivement, le soja, mais comme dans tout, hein, si tu mets beaucoup de température sur un produit pour après, pour le transformer, ce n'est pas très bon de manière générale. Moi, ce que je te recommande, si tu es dans les laits végétaux, moi, j'évite en réalité le soja parce que je ne sais jamais trop d'où ça vient, sauf pour cette marque Soyade parce que c'est du soja français. Mais sinon, moi, ce que je fais, c'est que je prends la plupart du temps, j'aime bien prendre du lait d'avoine, enfin du lait de céréales, en fait, ce que je prends. Pas du lait oléagineux. Je le prends très rarement parce que, en fait, les oléagineux, effectivement, prennent énormément d'eau pour la production, en fait. Il y a énormément d'eau dans la production et intensifier, parce qu'à un moment donné, il faut quand même un tout petit peu intensifier quand même. S'il y a de plus en plus de gens qui prennent du lait d'amande, tu es obligé d'avoir un peu plus d'amande, quoi. Et donc, intensifier ça, c'est pas terrible. Donc, l'impact environnemental est moindre si tu es dans l'avoine, dans les céréales en tout cas. Et j'ai hâte de voir en tout cas des laits végétaux arriver sur le marché beaucoup plus avec des ingrédients locaux. Tu vois, du lait de quinoa, ça existe déjà, mais ce n'est pas assez présent. Tu vois, des laits d'ingrédients locaux. C'est ça qui est important. Parce que bon, faire du lait de soja d'Amérique, je préfère prendre mon lait de vache en France. Hein, ça ira très bien. Tu vois, mais très bonne question, ouais. Super, merci beaucoup. De rien. Moi, j'ai une question, Oriane, pour rebondir un petit peu quand tu parles du soja. Est-ce que les produits à base de soja, donc des aliments comme des substituts végétaux, des steaks de soja, des faux nuggets, tout ça, pareil, en termes de traçabilité, est-ce que toi, tu as un positionnement là-dessus ou des conseils aussi?
de traçabilité d'un faux nugget, c'est ça? Par exemple, la provenance du soja, justement, sur ce type de produit, est-ce que c'est affiché, pas affiché? Ou Non, tu c'est as pas des marques affiché, il n'y aussi a à... pas de réglementation là-dessus, en fait. En fait, là, c'est encore une vieille loi peut-être, mais en gros, quand vous allez au supermarché, si un jour vous y allez, quand vous y retournez la prochaine fois, vous allez dans le rayon viande et vous retournez les paquets, vous allez voir une sorte de petite ovale comme ça, une sorte de petit ovale où il est écrit FR avec un numéro. Ça, c'est un numéro qui est obligatoire pour dès que votre produit, le produit qui soit transformé ou que ce soit de la viande, dès que ça contient de la viande, ils doivent obligatoirement mettre ce petit agrément. En fait, ça correspond au producteur, ce petit code. Dès qu'il n'y a pas de viande, ils ne sont pas obligés. Et ça, c'est un problème. Parce que déjà, tu ne sais même pas, dès qu'il n'y a pas de viande, tu ne sais pas où ça a été produit, c'est un peu dommage. Et en plus de ça, effectivement, tu ne sais pas d'où viennent, tu sais pas d'où viennent les produits. Ça, c'est pour ça que l'histoire sur le site internet, la technologie est nécessaire de créer ces QR codes, de créer ces transparences, parce que la transparence ne peut pas se faire que par la technologie. Je ne vais pas passer mon temps à chaque fois que je vais bouffer un faux nugget, d'aller chercher d'aller rencontrer le producteur du soja, quoi. Ça, c'est pas possible, quoi. Donc ouais, il n'y a aucune traçabilité. Tu dois, chez eux, oui, mais toi, en consommateur, tu ne peux pas. Tu ne peux pas savoir d'où ça vient. Alors, c'est pour ça que tu te transformes toi-même, fais toi-même ton nuggets, quoi. Là, au moins, tu sais d'où ça vient. Un minimum, en fait. Mm. Okay, ouais. Et est-ce que, je ne sais plus quelle était ma question, pardon. Je viens d'avoir un blanc, ça me reviendra. Okay, sur les idées, épicerie coopérative, moyen de choisir ses produits, la ruche qui dit oui, les fermes de proximité, ça on en a. Ouais, il y en a pas mal. Hein. Il y en a eu pas mal. Je pense qu'en France aussi, vous avez beaucoup été dans les fermes et il y a eu beaucoup plus d'actions, mais bon, maintenant, c'est un peu revenu à la normale, c'est un peu dommage. Parce qu'il est logique aussi, on revient aussi à nos vies normales, quoi. Mais ça a l'air quand même de beaucoup se développer. Les circuits courts, globalement, et l'accès aux circuits courts se démocratise beaucoup. Ouais, ça explose, ouais. Oui, ça m'est revenu ma question quand on parlait des traçabilités. Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a quand même des marques qui ont tout intérêt à jouer la transparence? Il y en a pas de plus en plus déjà des marques qui sont dans le regarder derrière d'où vient notre produit, regarder sur notre site, on vous explique le processus, le mode de production. Ouais. Les œufs, il y a des gens qui font ça pour les œufs, il me semble. Ouais, bah, ça dépend pourquoi aussi, parce que bon, tu parlais des faux nuggets, crois-moi que tu n'as pas envie de le voir. Hein. Non. C'est pas sexe, quoi. Donc, les œufs, ça peut être encore mignon. Mais tu vois, par exemple, Carrefour le fait. Tu vois, Carrefour est transparent. Tu vois, ils font, c'est quoi, ils vendent une action pour je sais pas quoi. Et puis, Food for good. Ouais. Je sais pas, une grosse connerie. Ça, c'est mon avis, mais ils disent qu'ils sont transparents, mais c'est ce que je montrais dans la présentation. Il y avait, quand on parlait de l'agriculture intensive, quand je disais si le bio était intensif ou régénératif, vous avez à droite, vous avez la photo du tracteur, effectivement, qui travaille la terre en bio. Puis vous avez à gauche l'image du fermier. Mais c'est l'image du fermier qu'on va te montrer, quoi. Le fermier qui va aller checker si sa plante est en ordre, quoi. Mais c'est pas ça son boulot. Son boulot, c'est de prendre son tracteur et d'aller chercher ses pommes de terre, quoi. Donc, le problème de la transparence, c'est qu'ils vont te montrer ce qu'ils veulent te montrer. Donc là, ça va être compliqué, ça va être la confiance, ça va être la relation avec ton client. Puis c'est de l'éthique aussi, tu vois. À un moment donné, ils vont se faire attraper, hein, c'est clair. Hein, des sociétés qui déclarent quelque chose et qui ne le font pas, ils vont se faire attraper un jour, d'une manière ou d'une autre. Et merci. Je ne suis pas toujours fan des médias, mais parfois les médias, ils nous aident aussi. Est-ce que tu ne crois pas justement qu'il y a aussi beaucoup de greenwashing au final dans ce secteur d'alimentation avec toutes ces tendances ou ces choses? Bien sûr qu'il y a du greenwashing, bien sûr. Bien sûr, ça existe, mais c'est dans tout. Hein, je veux dire, il y aura toujours des arnaqueurs dans tout. Mais c'est pas grave, c'est la règle du jeu. Et puis un jour, ces arnaqueurs, ils vont pouvoir le faire, quoi. C'est triste, mais c'est comme ça. Par contre, dire que c'est du greenwashing, un Danone qui va aller faire du végétal, ça, je suis pas d'accord, tu vois. Ça, je suis pas d'accord. Je me dis, non, attendez, vous critiquez Danone parce que c'est une grosse industrie laitière, puis maintenant, ils décident de faire du végétal, ils font, ouais, mais c'est du greenwashing. Ouais, mais bon, vous voulez quoi? Donc, ça dépend sur quel point il y a du greenwashing, quoi. S'ils disent effectivement, pour le moment, ce que je vois beaucoup de greenwashing, c'est le packaging. Ça me rend folle pour le moment de voir ça. J'ai fait beaucoup de projets sur le packaging. En ce moment, c'est un peu la tendance. Et c'est un sujet très compliqué parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de solutions. Et mon Dieu, je vois beaucoup de choses. Ouais, ils disent c'est recyclable, c'est compostable et tout. C'est
du bullshit, quoi. Enfin, Mmh. et il n'y a pas de réglementation là-dessus, hein. Il n'y a rien, il n'y a pas de réglementation. C'est un peu comme le mot naturel, il n'y a pas de réglementation pour le mot naturel. Il n'y a même pas de réglementation pour le mot végétarien, hein. Et en revanche, il y a sur l'appellation lait végétal ou fromage végétal, il y a des gens qui disent qu'on n'a pas le droit aussi. Il y a eu des Ouais, il y a scandales une comme lobby. ça. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est le lobby, c'est leur job, quoi. On Ouais. ne peut pas leur en vouloir, hein. Ils sont payés pour faire ça, quoi. Payés pour protéger leurs fesses, quoi. C'est con, c'est stupide. Parce qu'en plus, le pire dans tout ça, c'est que franchement, les consommateurs, ils s'en foutent, quoi. Enfin, on s'en fout, quoi. Enfin, limite, c'est leur bazar, c'est même pas le nôtre, tu vois. Enfin, bon, ça va, on n'est pas si stupide que ça, on a vite compris. Mais c'est vrai que éduquer le consommateur pour dire attention, du lait, c'est pas un lait végétal, nutritionnellement, ça c'est vrai, il faut le mettre en avant. Mais à un point de commencer à discuter sur le nom, je trouve ça un peu, enfin, je trouve ça pas nécessaire. Le lobby de la viande va continuer à attaquer aussi, mais c'est un lobby, c'est ça, quoi. Tu vois, c'est pas grave. Mm. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'il y a des personnes qui veulent prendre la parole pour poser une question, faire une remarque Ouais, ou un feedback, ou enfin, moi, je sais pas. Il nous reste quelques minutes, hein, il est déjà 19h54. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment. Est-ce que les personnes qui sont encore là, Caroline, Anna, Maxime, Pauline, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a encore d'autres zones d'ombre, des sujets qui n'ont pas été... En tout cas, s'il y a d'autres questions, il y a toujours mon mail. C'est ou sinon, je réponds sur mon compte Insta aussi. Super. Yes. Bon, bah, génial. En tout cas, merci beaucoup. Tu nous as donné beaucoup d'informations. C'était très riche, très instructif. Avec grand plaisir. Merci encore d'avoir été présente, d'avoir préparé cet événement et d'avoir été présente ce soir. C'est vraiment super intéressant. Anne, pas de questions, mais un grand merci. C'était très riche en informations. Ah, bah, super, Anna, merci. Belle soirée. Merci, très instructif. Ok, top. Bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur ma page Insta, je suis assez bombardée de messages pour savoir quels produits prendre, quelle marque et tout. J'adore aller dans les supermarchés, donc je peux vous faire une petite analyse produit si jamais vous doutez d'un truc. Je peux vite aller voir s'il y a un truc qui n'est pas là. Est-ce que c'est clean, c'est pas clean? Je peux aller voir pour vous. Génial. Bah, n'hésitez pas à aller suivre les différents réseaux d'Oriane. Je vous remets le compte Instagram. En effet, moi, je te suis. Il y a beaucoup de recettes aussi. C'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé, mais Non, c'est publie des vrai, ouais. recettes. Ouais, à la base, je voulais pas faire de recettes et puis, je sais pas, bon, j'adore cuisiner, donc j'ai commencé à partager mes recettes et puis, mais j'essaye de faire beaucoup plus de posts aussi sur le végétarisme. C'est pour ça, là, il y aura un post sur le faux fromage pour un peu expliquer qu'est-ce qu'il y a comme faux fromage parce que c'est un peu compliqué pour tout le monde. Donc voilà, j'essaie de démocratiser ça comme je peux. Bon, ben, merci encore pour tous ces partages. Nous, pour clôturer la soirée, je ne l'ai pas précisé en introduction, c'est le Quai des Possibles. Il y a un mois dédié en fait sur la biodiversité ce mois-ci. Donc, il y a plein d'autres événements sur la page du Quai des Possibles. Vous pouvez aller voir dans la rubrique événements. Il y a notamment le 8 avril la protection de la biodiversité au sein des organisations, avec la découverte de parcours inspirants de personnes qui travaillent dans des structures qui œuvrent au quotidien pour la protection de la biodiversité. Il y a 2 fresques de biodiversité en ligne sur des matinées ou après-midi. Et il y a un ciné-débat le 15 avril, 20h, l'Europe à la reconquête de la biodiversité. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur la page. Oriane, merci encore pour ton temps, ta disponibilité et tous tes partages. Et puis, Avec grand plaisir. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes et puis je vous souhaite une très belle soirée. Passez une bonne soirée, merci à tous. Merci.